Alors investir en bourse, c'est prendre des décisions et malheureusement, on est amené parfois à se tromper. Alors imaginez si vous aviez un outil qui vous permet de limiter le plus possible les erreurs les plus courantes. Alors cet outil, il existe. Cet outil, c'est tout simplement une checklist et dans cette vidéo, je vais vous montrer en quoi utiliser une checklist peut vous apporter énormément d'amélioration dans votre processus de sélection de valeurs, mais aussi comment ça peut aussi vous aider à progresser. Bon voilà, on commence tout de suite et je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. Alors la checklist pour pouvoir bien investir en bourse, donc on va regarder son origine, on va regarder aussi son utilité, quand est-ce que c'est utile d'avoir une checklist. On va regarder les deux types de checklist que je vous propose et on prendra des exemples. Alors nous sommes en 1935 dans l'Ohio, il y a Boeing qui effectue des essais de vol de son prototype modèle 299 qui viendra le futur au bombardier B-17. Et malheureusement, au cours de cet essai, le drame est arrivé puisque l'avion s'est écrasé peu de temps après avoir décollé, tuant l'essentiel de son équipage. Et après enquête, il apparaît que les différentes causes principales de l'accident sont une erreur humaine, puisqu'il y a eu une erreur du verrouillage des gouvernes. Les pilotes ont oublié en fin de compte de désengager les verrous des gouvernes avant le décollage. Et vu que l'avion, c'était un prototype, il était un peu plus complexe que d'habitude. Il y avait une avancée technologique majeure avec notamment 4 moteurs, des systèmes sophistiqués, etc. L'équipage, en fait, s'est plutôt fié à sa mémoire, sans liste de contrôle de façon formalisée et écrite pour pouvoir mener les opérations. Et c'est suite en fait à ce drame que Boeing a mis en place de façon systématique en fin de compte des checklists qui permettent en fait aux équipages de se poser les bonnes questions. Donc vous avez ici tout un tas de questions à se poser durant les différentes étapes de l'opération, comme ici juste avant le décollage, comme juste après le décollage ou juste avant l'atterrissage. En fait, la checklist ne s'arrête pas au simple domaine de l'aviation. Je vous mets ici un livre, le petit livre de la checklist pour bien faire les choses de Atul Gawande, qui est en fait un chirurgien, en fait, qui est donc un auteur, qui est un chercheur en santé publique et aussi professeur à Harvard. Et en fin de compte, ce qu'il avait fait, c'est qu'à la demande de l'OMS, en 2007, il a mis en place en fin de compte une checklist dans les blocs opératoires qui a été déployée dans beaucoup de pays dans le monde, de manière à diminuer le plus possible en fin de compte les risques liés aux opérations qui sont notamment les infections qu'on chope à cause des opérations, etc., etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est que sur les checklists, en fait, quels que soient les domaines, c'est toujours des domaines qui sont à fort enjeu, c'est-à-dire l'aviation, la santé, il y a aussi le bâtiment, de manière à faire des bâtiments qui soient bien du premier coup pour éviter que les bâtiments s'écroulent, que les ponts s'écroulent, le nucléaire aussi pour construire les installations de façon fiable, de manière aussi à les exploiter de façon fiable. Donc pour ce faire, vous avez aussi des checklists qui sont utilisées. Et donc la checklist, c'est vraiment un outil d'aide à la décision et à la préparation dans des situations qui sont plutôt complexes et qui sont à fort enjeu. Tout simplement parce que les humains sont des décideurs qui sont imparfaits. On a tous des biais cognitifs, donc on est amené à des fois oublier des choses, simplifier des choses, passer à côté d'un point important, etc. Et évidemment, on pense aux investissements qu'on fait en bourse, puisque la bourse correspond parfaitement à ces caractéristiques que sont les situations complexes, à fort enjeu, parce que vous pouvez perdre de l'argent, et puis c'est bien vous, en tant qu'humain, qui allez décider. Alors les deux checklists que je propose, moi, il y a donc une première famille qui est donc une checklist pour analyser les sociétés avant d'investir. Et donc la deuxième checklist que je propose, c'est pour analyser ses erreurs après avoir investi que ça n'a pas bien marché. Donc l'idée, c'est tirer le retour d'expérience de ce qui n'a pas marché pour pouvoir essayer d'améliorer, en fin de compte, la checklist avant d'investir. Alors je vous rappelle comment c'est foutu une société pour essayer de, borner la checklist qu'on va faire pour essayer d'analyser au mieux la société. Donc vous avez les clients, les salariés, les fournisseurs, les banques. Tout ce qui est régulation d'État, vous avez les actionnaires. Et donc, je vous donne ici les questions qu'a trouvé ChatGPT. J'ai fait travailler l'intelligence artificielle. Et donc, voilà ce qui me donne comme question autour des actionnaires. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, qui sont les principaux actionnaires? Donc, ça peut être des questions que vous vous posez. Le management détient-il une part significative du capital? Est-ce qu'il y a des actionnaires qui sont plutôt activistes, qui pourraient influencer la stratégie de la société? Après, côté salarié, est-ce qu'il y a plutôt du turnover important? Est-ce qu'il y a plutôt des tensions sociales avec des grèves, des revendications syndicales, etc.
Côté client, qui sont les principaux clients? Est-ce qu'il y a une dépendance excessive à quelques gros clients? Et est-ce que l'entreprise elle est plutôt bien positionnée face à la concurrence, qui fait que le segment de marché que vous adressez, les clients vont plutôt aller plutôt vers votre entreprise plutôt que vers une autre. Et ChatGPT a fait aussi le job en fait pour tout ce qui est fournisseur, banque, État et régulation. Donc côté fournisseur, l'entreprise dépend-elle fortement de certains fournisseurs? Les coûts des matières premières sont-ils volatiles? Et ça peut évidemment avoir un impact sur des marges. Des marges qui sont très volatiles sont souvent liées à des coûts, des entrants qui bougent beaucoup et que la société ne contrôle pas. Côté banque et financement, quel est le niveau d'endettement de la société? Donc notamment un ratio dette sur EBITDA. Alors quand il est supérieur à 3, ça commence à être un peu tendu. Tout ce qui est régulation avec les États, est-ce qu'il y a un risque de régulation négative sur le business model? Est-ce que l'État peut à tout moment retirer l'autorisation d'exercer de la société? A-t-elle déjà été confrontée à des procès ou à des amendes récemment, etc., etc. Bon, vous voyez là, vous avez un certain nombre de questions qui ne sont pas nombreuses. Quand vous allez faire votre checklist pour analyser la société, vous allez peut-être tomber sur 20 questions au début, peut-être vous allez monter à 40, 60. L'idée là, c'est de toute façon vous donner des exemples un peu concrets de quels sont les types de questions qu'on peut se poser et quels sont les différents acteurs qu'il faut aller regarder. Après, pour compléter cette première checklist, ce que je vous propose aussi, c'est d'utiliser les données des documents annuels et notamment une partie qui s'appelle la partie risque, puisque dans les rapports financiers, vous avez toujours en fin de compte une partie risque. Donc, je vous donne ici comment c'est constitué. Donc, si on tape par exemple le DU de Thermador qu'on va prendre par la suite comme exemple, vous allez tomber sur le DU Thermador 2024. Donc, dedans, vous allez avoir énormément de pages. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie qui s'appelle risque et parade, qui est donc en lien avec le rapport financier, qui ce rapport financier compose, qui s'appelle le bilan, le compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, etc. Donc nous, on va plutôt regarder cette partie-là en prenant comme exemple le DU Thermador. Donc je rappelle ce que fait Thermador. Donc c'est une société qui fait du négoce, c'est-à-dire qu'elle rachète en fin de compte des raccords. Donc ses activités sont sur tout ce qui est fluide, eau ou air. Donc tous les raccords en un avec de l'eau ou avec de l'air. Elle est capable, en fin de compte, de les racheter auprès de fournisseurs et derrière de les distribuer auprès de clients. Donc ça se traduit par des pompes de relevage, des pompes à chaleur, ça se traduit par des raccords, des vannes quart de tour, des régulateurs de pression pour des vannes à membrane pneumatique, etc., etc. Donc ça adresse à la fois, je dirais, la partie ménager, donc tout ce qui est grande surface de bricolage, tout ce qui est aussi la partie BTP vers des professionnels, ou tout ce qui est industrie. Et donc quand on regarde le sommaire de ce DU, on voit qu'il y a effectivement toute une partie qui s'appelle gestion des risques, et donc on va y aller. Et vu que Thermador fait les choses très bien, ici vous avez une matrice en fait compte qui synthétise tous les facteurs de risque. Donc ici vous avez chaque point c'est un groupe de risques et puis vous avez en abscisse les probabilités que le risque se réalise. Donc ici vous avez les risques qui vont être assez rares, fréquence faible, donc ça va quasiment jamais arriver. Et ici vous avez des probabilités qui sont plutôt élevées. Donc ici on est sur des événements qui ont une probabilité quasi forte d'arriver. Et puis donc là, vous avez ici les conséquences sur la société. Donc ici, vous avez les conséquences qui sont donc élevées. Donc l'impact, il va être fort. Puis ici, vous avez donc les impacts qui sont plutôt faibles. Donc si on regarde par exemple ici cet événement-là, qui est concentration de nos grands clients dans le marché du bricolage. Donc le risque que ça arrive, il est plutôt dans la partie élevée. Et la conséquence pour la société est plutôt, on va dire, plutôt faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement que la partie bricolage au sein du chiffre d'affaires de la société, il est plutôt modéré. Par contre, ça veut dire qu'ici, ils ont probablement des clients qui sont déjà assez gros, puis s'ils s'associent, vous allez avoir potentiellement des clients dans le bricolage, par exemple Leroy Merlin, qui pourrait s'associer à un autre gros acteur, ce qui fait qu'il va y avoir quelque part un client qui va être encore plus fort, qui pourra mieux négocier avec vous pour vous faire baisser vos prix. Voilà, puis si je prends ici, par exemple, des indices de probabilité qui sont plutôt faibles, donc des choses qui peuvent arriver de façon peu probable, mais qui sont à un impact fort, donc par exemple, blocage momentané de l'économie de la Chine ou de l'Italie, donc ça c'est considéré comme peu probable mais un impact élevé. Alors pourquoi c'est un impact élevé? Parce que lorsqu'on regarde après les rapports financiers aussi, on connaît déjà bien cette société, on sait qu'elle se source énormément de composants en Chine ou en Italie. Donc on peut penser qu'effectivement, si la Chine décide de ne plus livrer ou s'il y a un confinement que la Chine puisse plus livrer, la société va devoir vivre sur son stock et va peut-être potentiellement être en rupture de stock de tout au moins de ces composants qui sont sourcés en Chine. Bon voilà une façon dont vous pouvez un peu plus améliorer, gérer votre vision du risque client, du risque fournisseur, etc., etc. Donc parmi les deux checklists, on vient de voir la première pour analyser les sociétés avant d'investir.
On va regarder donc la deuxième checklist qui va être pour analyser ces erreurs après avoir donc investi puis que ça s'est pas bien passé. Donc j'ai fait travailler aussi ChatGPT, je lui ai demandé de me trouver des erreurs qui sont courantes en stock picking et donc il m'a sorti ça. Donc 4 types d'erreurs assez classiques. Donc si jamais vous tombez dedans, il va falloir que vous vous posiez des questions en phase, je dirais, préparatoire de vos investissements pour plus tomber dedans. Donc la première erreur qui est assez classique, c'est de suivre la mode au lieu de suivre plutôt les fondamentaux. Donc vous investissez dans une action parce qu'elle est plutôt populaire et vous oubliez d'analyser les fondamentaux. Donc il faut plutôt regarder le chiffre d'affaires, la rentabilité, enfin on va dire tout ce qui est la partie comptable. Après le deuxième point qui est souvent aussi le pendant de ça, c'est que vous allez acheter trop cher. Donc vous allez acheter une action qui va être survalorisée en pensant qu'elle va continuer à monter. Donc la parade sur ça évidemment c'est de se former pour pouvoir vérifier les ratios, ce que c'est qu'un PER, un price to sales, ce que c'est qu'un price to book, etc., etc., pour pouvoir les comparer avec les concurrents ou avec les tendances historiques de la société. Un troisième point qui est aussi fréquent, c'est de négliger le management, donc ne pas analyser la gouvernance, notamment tout ce qui est dilution d'actions ou rémunération excessive des dirigeants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et le quatrième point, par exemple, ça peut être aussi s'accrocher aux perdants au lieu de couper ses pertes. Donc ne pas reconnaître ses erreurs et s'endetter. Donc c'est difficile de faire ça. J'avais fait une vidéo qui traitait de ça, je vous mets le lien ici, qui indiquait pourquoi vendre à perte c'est difficile, puis quelles sont donc les parades à mettre en œuvre. Donc les parades, c'est qu'il faut accepter que tout investisseur se trompe et qu'il vaut mieux réallouer son capital quand vous avez une thèse, puis que la thèse en fait elle marche pas, elle se réalise pas comme vous le pensez, vous sortez, vous vendez, à la limite vous pouvez vendre avec des gains, vous pouvez vendre aussi avec des pertes, mais la thèse elle marche pas, donc il faut absolument sortir. Donc en récap, ce qu'on peut dire c'est que ce système de checklist, il est à construire soi-même et à faire vivre. Donc c'est un outil qui va être excellent pour pouvoir vous aider dans votre stock picking. Et utiliser cet outil, il ne faut pas ne le prendre comme un dénigrement de vos compétences ou de votre expérience. C'est tout simplement pour vous aider, même si vous êtes compétent, même si vous avez beaucoup d'expérience, c'est pour vous aider à pas tomber dans des travers cognitifs qui sont assez classiques en fait. Donc c'est un excellent outil pour analyser les sociétés, pour préparer vos investissements et puis pour améliorer de façon continue en fin de compte votre process. Donc ça permet de contrer les biais cognitifs ou les oublis. Donc vous faites deux checklists, une checklist sur les sociétés, puis une autre pour toutes les erreurs que vous avez faites. C'est quelque chose qui est peut-être pas assez analysé, je pense, les erreurs, mais je pense qu'il faut le faire parce que on peut beaucoup progresser à partir de ces erreurs. Et donc les erreurs en fait que vous faites vont nourrir en fait votre checklist sur l'analyse des sociétés ou de votre process de sélection de sociétés. Bon, voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo. Donc si vous voulez un résumé en PDF avec tous les critères et les checklists que je vous ai ici donné en exemple, vous avez le lien dans la barre de description. Vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement le PDF qui résume cette vidéo. Et je vous rappelle mon partenariat avec Zone Bourse avec en ce moment une réduction exceptionnelle de moins 40% de façon exclusive sur tous les abonnements annuels. Donc pour ceux qui veulent en bénéficier, vous avez là aussi le lien partenaire dans la barre de description. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous, ciao.